partie. Le nombre de ses membres se compte par dizaines de milliers d'un bout à l'autre du pays. Ils sont partout. Ils sont comme des cafards. C'est le nombre qui les rend si puissants. Il est impossible de leur tourner le dos. Ils sont prêts à tuer n'importe qui. Le 18th Street Gang a modifié les règles de la culture de gang et façonné une puissante entreprise criminelle. Ce gang est un peu comme une société qui diversifie ses activités dans tout le pays pour pouvoir progresser. Ils occupaient un territoire, ils s'emparaient de différents secteurs de drogue et d'activités criminelles. Et les gens qui refusaient de coopérer se faisaient amocher sérieusement. Dans ces rues, les vainqueurs ne se contentent pas de l'emporter sur leurs rivaux. Ils les anéantissent. Il faut être prêt à tout faire. Voler, dévaliser, escroquer, tuer. Il faut être prêt à tout. Le 18th Street Gang est ouvert à tous, mais personne ne peut le quitter. Il y a une seule façon d'en sortir. C'est de se faire tuer. Los Angeles, le 4 septembre 1994. À l'ouest du centre-ville, dans le quartier Westlake, deux tueurs embusqués attendent leur cible. À la faveur de l'obscurité, ils font le guet et préparent leurs armes, des AK-47. C'est une de ces ruelles typiques de Los Angeles. Un passage où il y a à peine assez d'espace pour une voiture. Un des hommes, Juan Termite Romero, est un soldat prometteur dans une clique du 18th Street Gang appelée les Columbia Little Psychos. Le gang se spécialise dans l'extorsion. Il soutire de l'argent à tout le monde, aux revendeurs comme aux gens d'affaires, en échange de sa protection. Une part des profits est remise au patron de Termite, Frank Puppet Martinez. Puppet fait également partie de la mafia mexicaine, ou la MA, le plus puissant gang de prison de la Californie. La cible qu'attendent les deux hommes armés est un ennemi de Puppet. Il a envoyé un percepteur sur le territoire de Puppet pour s'emparer des profits. Le soldat le plus prometteur du gang, Termite, est chargé de régler le problème. Termite s'occupait des missions. S'il y avait un travail à exécuter dans le quartier, le gang allait voir Termite et lui disait ce qu'il devait faire. L'audace et la violence impitoyable du 18th Street Gang lui ont permis de s'imposer à Los Angeles. Ce gang, majoritairement composé de latinos, compte environ 20 000 membres. C'est le plus important réseau criminel du comté de Los Angeles. Il est 2 fois plus important que le MS-13 qui arrive bon deuxième. Le 18th Street Gang est le groupe numéro 1 dans le comté de Los Angeles. Il est le plus audacieux et le plus notoire. Le 18th Street Gang ne ressemble à aucun autre gang de rue à cause de l'importance de ses effectifs et du fait qu'il n'a aucune direction générale. En fait, le 18th Street Gang est formé d'une coalition peu structurée regroupant plus d'une vingtaine de cliques. Sa structure rappelle davantage une fédération qu'une hiérarchie. Ces cliques portent des noms tels que Hoover Locos, Chateau Park Locos et Columbia Little Psychos. Les membres du 18th Street Gang s'identifient selon leur quartier. Ils choisissent le nom de leur clique d'après la rue ou le quartier où ils vivent. Chaque groupe fonctionne de façon autonome et chacun est dirigé par un chef de clique. Ces chefs de clique sont les moteurs du 18th Street Gang, même s'ils ne communiquent pas entre eux. C'est un peu comme un chef de peloton dans l'armée. Même si tout le monde est dans l'armée, il y a 50 millions de groupes différents et ils ne savent pas toujours ce que font les autres. Ils ont chacun leur plan d'action. Ce chef de clique, que nous appellerons Jesse,
dirigeait une bande dans un quartier situé au sud de Los Angeles. Il a fait tout ce qu'il fallait pour gravir les échelons. Ça m'a pris 1 an et demi de crimes de toutes sortes. Quand on ne refuse rien, on se fait rapidement un nom. Peux-tu me voler une voiture? Ouais. Est-ce que tu veux vendre la drogue? Ouais. Peux-tu tirer sur quelqu'un? Ouais. Plus je commettais de crimes, plus j'étais respecté des autres membres du gang. Souvent, le travail de chef de clique consiste à commettre un meurtre. Le choix de la cible doit être avantageux pour le gang. Il faut trouver quelqu'un qui en vaut la peine. Comme une personne d'un gang rival, par exemple. Si on tue un chef de clique, qui est aussi un revendeur de drogue, on fait perdre de l'argent à ce gang. Et la méthode utilisée pour tuer est tout aussi importante. Chacun choisit ses propres armes et sa façon de tuer. Moi, je poignardais. N'importe qui peut utiliser une arme à feu, alors qu'il faut pas avoir froid aux yeux pour s'approcher de quelqu'un et le poignarder. Les cliques qui composent le 18th Street Gang génèrent ensemble plusieurs millions de dollars par année grâce à la vente de fausses cartes d'identité, au vol de voitures, à l'extorsion, ainsi qu'au trafic d'armes et de stupéfiants. Chaque groupe a tendance à se spécialiser dans un type d'activité criminelle. Certaines cliques sont très impliquées dans la fabrication et la vente de drogue. Il y a aussi des cliques du 18th Street Gang qui ne font qu'extorquer de l'argent aux gens d'affaires de leur secteur. Ils ont partagé le gâteau et ils comptent les uns sur les autres. Cette mentalité de diviser pour régner a permis au gang de se développer et d'étendre son influence. Un décrocheur qui se fait appeler Javier est entré dans le gang à l'âge de 15 ans. Il se rappelle que son initiation a été pénible. Il s'est fait tabasser pendant 18 secondes. Ça a été horrible. Mais après tout, c'était ce que je voulais. Ne plus en sortir. Mener cette vie. Oscar, qui porte aussi un nom d'emprunt, est un ancien membre haut placé d'un gang rival. Il a passé 20 ans de sa vie à combattre le 18th Street Gang. Ils doivent mériter leur galon. Ils doivent tuer des gens. On peut être un soldat, mais si on veut progresser, il faut le mériter. Le fait d'être membre comporte certains privilèges, car le 18th Street Gang est un des réseaux criminels les plus redoutés au pays. La peur suscite le respect, ce que tout membre de gang veut obtenir. Quand on est membre du 18th Street Gang, on a plus de crédibilité dans la rue. Tout le monde a peur de nous. Pourquoi? Parce que si on est attaqué, tout le gang va s'en mêler. La perspective d'avoir du pouvoir et de l'argent incite certains soldats à gravir les échelons jusqu'au sommet, et ce à n'importe quel prix. Pour avoir de l'argent, j'aurais frappé une grand-mère en plein visage. J'aimais ce genre de vie. Dans ce libre marché basé sur le vice, la cupidité et le meurtre, le 18th Street Gang se propage comme une traînée de poudre. Il s'étend à d'autres villes américaines et attire d'innombrables recrues. Ils veulent seulement avoir le plus gros gang. Plus ils sont de soldats, plus ils peuvent tout contrôler. Le nombre est tout ce qui compte. Le territoire et le nombre de membres sont aussi ce qui préoccupe Juan Termite Romero lorsqu'il attend sa cible à Westlake. Vers minuit, une voiture entre dans la rue étroite. Elle est conduite par l'homme qu'attendait Termite, Carlos Truco Lopez. Lorsque Truco s'approche lentement de la sortie, Termite et son compagnon, tous deux armés de AK-47, mettent en joue les occupants de la voiture. Quand ils ont vu Truco s'approcher, ils ont ouvert le feu avec leur AK-47. Le message est clair. Ce quartier nous appartient et on le garde. À Los Angeles, la capitale des gangs aux États-Unis, le plus important gang de rue, le 18th Street Gang, doit son pouvoir à ses nombreux membres. Ils sont une sorte de superpuissance. Leurs soldats sont les plus nombreux. Au cœur du quartier Westlake, dans l'ouest de la ville,
Rien ne représente mieux le pouvoir du gang que cette murale en hommage au 18th Street Gang. Cette peinture murale est l'identité du gang. Elle a autant d'importance qu'un tatouage. Aucun autre gang n'a jamais osé la couvrir de graffiti. C'est un signe de respect. La murale porte les noms de certains personnages légendaires du 18th Street Gang, dont Termite Romero. Le message est évident. Ce quartier appartient au 18th Street Gang. Elle retrace l'histoire de gens qui ont voulu venir dans ce pays ou qui ont été forcés de quitter leur patrie. Ils ont formé un gang. Et dans ce gang, ils ont trouvé le bonheur, la tristesse, la joie, la violence et finalement, la prison et la mort. Au début, le 18th Street Gang n'est rien de plus qu'une petite bande de marginaux. Au milieu des années 1960, des immigrants d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, ainsi que des Noirs et des Coréens, commencent à s'installer dans un secteur situé juste à l'ouest du centre-ville de Los Angeles. Le quartier, appelé Pico Union, est dirigé par un puissant gang exclusivement mexicain appelé Clanton 14 ou C14. Rejetés par C14 à cause de leur race, les jeunes qui ne sont pas mexicains forment leur propre gang, le 18th Street Gang, d'après le nom d'une rue située en plein cœur de Pico Union. Ces jeunes fréquentaient une maison de prostitution qu'on appelait chez Sadie. La 18e rue était près de cette maison, à peu près au milieu du quartier où vivaient tous ces jeunes désœuvrés. C'est le début d'une révolution de gangs. Le 18th Street Gang accueille tous ceux qui veulent en faire partie. Certains croient que c'est la raison de leur succès. Le gang s'est organisé en tenant compte de toutes ces cultures, de toutes ces ethnies. Et ces éléments lui ont donné l'élan nécessaire pour devenir un gang très important. Ils en ont fait un groupe redoutable. Comparativement à la plupart des autres gangs, leurs critères d'admission sont très souples. Qu'ils puissent parler l'anglais ou non n'a pas d'importance. Pour eux, ce sont des soldats. Avec le temps, le 18th Street Gang devient assez important pour tenir tête à ses rivaux. Ils se sont impliqués dans de nombreuses batailles. Ils ont porté le niveau de violence à un point tel qu'ils ont fini par être connus comme le gang le plus violent de Los Angeles. Au cours des années 1970, le nombre de membres du 18th Street Gang augmente régulièrement. Puis au cours des années 1980, il grimpe en flèche. En Amérique centrale, les guerres civiles brutales qui ont lieu au Salvador et au Guatemala incitent des milliers de personnes à quitter leur pays et à se réfugier aux États-Unis. Le quartier Pico Union est envahi par de nombreux immigrants. Le 18th Street Gang considère les adolescents qui viennent d'arriver comme des recrues potentielles et les accueille à bras ouverts. Leurs parents avaient plusieurs emplois. Ils partaient au travail tout le matin et les jeunes restaient seuls à la maison. Dans la rue, des membres du 18th Street Gang ont commencé à leur payer des trucs et à leur dire qu'ils pourraient avoir de l'argent eux aussi, s'ils faisaient partie du gang. Le 18th Street Gang permet à ces jeunes immigrants d'avoir une identité dans leur nouveau pays. Mais le gang exige beaucoup plus en retour. Ils savaient que ces jeunes n'avaient nulle part où aller. Alors ils leur faisaient croire n'importe quoi. Ils disaient « Je peux te faire gagner de l'argent, je peux t'offrir un endroit où vivre. » Et le jeune disait « Vraiment? Que faut-il que je fasse? Tu n'as qu'à faire partie de mon gang, d'accord? » Le 18th Street Gang est probablement le gang qui s'est développé le plus rapidement. La politique d'accueil du 18th Street Gang s'étend même aux enfants. Certains ont à peine 11 ans. Ils étaient surnommés l'armée des enfants, car le gang tentait de recruter des membres jusqu'à l'école primaire. Le nombre de membres du 18th Street Gang augmente sans cesse. Les bandes étendent leur influence à d'autres quartiers de Los Angeles, intégrant des territoires qui appartenaient jadis à leurs rivaux. C'était comme une guerre éclair.
Ils occupaient un territoire, ils s'emparaient de différents secteurs de drogue et d'activités criminelles, et les gens qui refusaient de coopérer se faisaient amocher sérieusement. Oscar, un membre haut placé d'un gang rival, est témoin de la croissance incroyable du 18th Street Gang. Il dit que les cliques avaient recours à la crainte et à l'intimidation pour obliger de nouveaux membres à faire partie du gang. Ils prenaient le contrôle de tout un pâté de maisons. C'est ainsi qu'ils procédaient. Certains n'étaient pas intéressés à faire partie du gang, mais ils n'avaient pas le choix. Même le gamin le moins dégourdi était enrôlé. En 1990, le 18th Street Gang est un des gangs les plus importants et les plus meurtriers du comté de Los Angeles. C'est avant tout une question de peur et d'intimidation. Ils sont dangereux, surtout parce qu'ils sont très nombreux. Si on habite dans le quartier et qu'on se querelle avec l'un d'eux, on se retrouve avec 100, 200 ou 500 membres du gang sur le dos. Mais l'autonomie des nombreuses cliques du 18th Street Gang ne plaît pas au plus puissant gang de prison de la Californie, la mafia mexicaine ou la MA. La mafia mexicaine tentait de contrôler les gangs hispaniques du sud de la Californie. Plusieurs acceptaient de se soumettre parce qu'ils craignaient la mafia. La mafia mexicaine inflige des châtiments violents à ceux qui refusent d'obéir à ses ordres. Quand ces individus se retrouvent en prison, ils savent qu'ils sont attaqués si on en donne le feu vert. Cette peur est très présente. En plus, d'autres membres de leur clique qui sont en prison peuvent aussi être menacés. Ils reçoivent des appels ou des lettres de leurs camarades en prison qui leur disent « Dépêche-toi de payer, fais quelque chose. Sinon on va nous battre ou nous tuer. » En 1992, la mafia mexicaine convoque un sommet avec des représentants du 18th Street Gang. L'enquêteur Richard Duran est informé de cette rencontre qui est secrètement enregistrée sur bande vidéo. Cette rencontre a été menée par les membres de la mafia mexicaine afin d'établir certaines lignes directrices dans les quartiers. La mafia ordonne à chaque équipe du 18th Street Gang de lui verser désormais des redevances sur les profits réalisés dans la rue. Elle les informe également qu'ils doivent expulser les Noirs de leur rang et abandonner les fusillades au volant d'une voiture. Il s'était produit un incident. L'enfant d'un membre de la mafia mexicaine avait été tué lors d'une fusillade au volant. Cet ordre est venu de la mafia qui a dit « Pour tuer quelqu'un, vous allez devoir vous en approcher ». Les représentants du 18th Street Gang qui assistent au sommet prennent la décision qui s'impose. Ils acceptent les conditions de la mafia mexicaine. Mais en pratique, toutes les cliques ne respectent pas les nouvelles règles. Peu d'entre elles expulsent les Noirs. Et selon un chef de clique, les tueurs trouvent des moyens de contourner l'interdiction concernant les fusillades au volant. Il suffit de mettre un pied dans la rue. On peut ouvrir la porte et poser un pied dans la rue et ce n'est plus une fusillade au volant d'une voiture. On peut tirer sur tout le monde et repartir. Cette entente apporte cependant un avantage au 18th Street Gang. Il est plus respecté dans la rue. Je peux obtenir tout ce que je veux car ils savent que je n'ai qu'à prendre le téléphone et dire « J'aime pas ce gars-là, il faut faire quelque chose. » Et bang, son cas est réglé. Au milieu des années 1990, le 18th Street Gang s'est tellement développé qu'il s'étend au-delà des limites du comté de Los Angeles. C'est surtout parce que des familles ont déménagé ailleurs. Les gens qui étaient membres du gang à Los Angeles ont continué à l'être dans la ville où ils se sont retrouvés. Le 18th Street Gang se propage partout aux États-Unis, alors que des membres du gang déménagent dans le Midwest, dans le Sud et sur la côte Est. Les tentacules du 18th Street Gang ont atteint certains endroits aussi improbables que Omaha, dans le Nebraska, Nashville, dans le Tennessee, et Baltimore. Des endroits qu'on n'associerait pas normalement à des gangs de rue du comté de Los Angeles. Et quel que soit l'endroit où le 18th Street Gang prend racine, la violence s'installe. Vadnais Heights, au Minnesota, le 9 avril 2006. Le commis d'un dépanneur, Ammar al-Bossad,
achève son quart de travail du dimanche soir lorsque deux membres du 18th Street Gang armés de poignards font irruption dans le commerce et sautent par-dessus le comptoir. Ils attaquent le commis qui tente désespérément de se défendre. Al-Bossad survit à l'agression. Armé d'un bâton de baseball, il poursuit les deux hommes jusqu'à l'extérieur. Les deux membres du gang sont capturés plus tard et reconnus coupables de voies de fait et de tentative de meurtre. Même si le vol a été un échec, l'incident confirme la réputation du 18th Street Gang dans la région. Cet exemple démontre qu'ils peuvent commettre des crimes violents sans aucune raison, seulement pour prouver leur fierté d'appartenir au gang et tenter de gravir les échelons. L'incident prouve que le 18th Street Gang devient un problème national. On était prêt à tirer, à poignarder, à voler, à faire n'importe quoi. Personne n'est à l'abri des représailles du gang, même pas les policiers. À leurs yeux, c'est l'objectif suprême. Ils sont prêts à tuer n'importe qui. Dans le monde interlope de Los Angeles, le respect est d'une importance primordiale. Les membres du plus important gang de rue de la ville, le 18th Street Gang, arborent fièrement les symboles de leur gang. Ils portent le chiffre 18 sur leur chandail et leur tatouage, afin d'annoncer à tout le monde qu'ils détiennent le pouvoir. Ils enlèvent leur chemise et se pavanent en montrant leur symbole. Hé, regardez comme je suis fort et méchant, je suis un membre du 18th Street Gang. Personne n'ose s'en prendre à l'un d'eux, car si on le fait, 10 autres gars se portent aussitôt à sa défense. Jesse, qui a grandi près du secteur sud de Los Angeles, était à même de voir qui était respecté et qui ne l'était pas dans son quartier. Les membres des gangs marchaient la tête haute. Ils étaient les durs de l'école. Qui n'aurait pas aimé ressembler à un dur? Jesse devient un soldat du 18th Street Gang et s'efforce de mériter le respect du chef de sa clique. Plus on fait de mauvais coups, plus on commet de crimes, plus on tue de gens, plus on est apprécié. Les rues où Jesse et les autres soldats sévissaient sont celles que patrouille l'enquêteur James Corcoran. Comme il est assez tôt le matin, c'est calme. En général, les résidents du quartier sont des gens honnêtes qui s'efforcent de gagner leur vie et d'élever leur famille. Mais à certains moments de la journée, spécialement en fin d'après-midi et à la tombée de la nuit, les membres de gang ont tendance à prendre le contrôle des rues. Les graffitis du 18th Street Gang se retrouvent partout. Des variantes du chiffre 18 sont les inscriptions qu'on voit le plus souvent. On peut voir 2 S pour Southside, le chiffre romain 18 ici, puis ST pour Street. Il a déjà été biffé par un gang rival, ce qui peut annoncer des problèmes. On est actuellement à l'arrière du 500 Westlake, qui est une forteresse du 18th Street Gang. Ce secteur est contrôlé par le 18th Street Gang, en l'occurrence la clique CLCS, les Columbia Little Psychos. Comme vous pouvez le voir, il y a un B pour Barrio, une flèche pointée vers le bas pour revendiquer le quartier et aussi un 18. Les policiers ne connaissent que trop bien les moyens que les membres du 18th Street Gang sont prêts à utiliser pour se faire un nom et être respectés. Le 9 août 1998, l'agent Phil Cuesta et un collègue, tous deux du service de police de Los Angeles, patrouillent le territoire du 18th Street Gang à l'ouest de la ville. Ils vérifient une information concernant une soirée organisée par le gang. Ils immobilisent leur véhicule à proximité de l'endroit qui les intéresse et commencent à surveiller les lieux.
Occupé à surveiller la maison, il ne remarque pas qu'un homme s'approche derrière la voiture de patrouille. Catarino González, âgé de 20 ans et membre du 18th Street Gang, pointe son Glock 9 mm vers les policiers et fait feu. À plusieurs reprises. Phil a embrayé, il a commencé à s'éloigner. Il a reçu une balle derrière la tête. Et il est mort. Le collègue de Phil Cuesta n'est pas blessé. González est arrêté plus tard et reconnu coupable de meurtre, mais n'expliquera jamais les raisons de son geste. On croit que González avait déjà été arrêté par Cuesta et son collègue, et que c'était sa façon de riposter. González devient un héros pour les autres membres de son gang. Ils lui rendent hommage tout en profitant de l'occasion pour narguer les policiers. 2 ans plus tard, à l'approche de l'anniversaire de la mort de Phil Cuesta, le 18th Street Gang a fait toutes sortes de graffitis pour montrer son mépris envers le service de police de Los Angeles. Pour eux, tuer un policier est l'objectif suprême. Les membres du 18th Street Gang estiment que le quartier leur appartient et qu'ils doivent le défendre jusqu'à la mort. Jesse dit que sa bande interceptait les autres jeunes qui s'aventuraient sur son territoire. On allait voir quelqu'un et on lui demandait à quel quartier il appartenait et s'il avait des problèmes avec notre gang. S'il répondait quelle importance, on prenait ça comme un manque de respect. On utilisait ce qu'on avait, un fusil, un poignard ou un bâton de baseball et on lui réglait son cas. Pour Jesse, la violence est une façon de se faire respecter, mais il doit aussi rapporter de l'argent au gang. On était de bons voleurs de voitures. On avait 6 commandes par soir. Certains gangs sont réputés pour le commerce de la drogue alors que nous, on gagnait de l'argent en volant des voitures. On dépensait ensuite cet argent en achetant des armes, la drogue, tout ce qu'on voulait. Jesse ne perd jamais de vue son objectif, qui est de s'élever au premier rang de sa bande. À 20 ans, il devient chef de clique. J'avais 4 voitures et je ne travaillais pas. Quand mes enfants voulaient quelque chose, j'entrais dans un magasin et j'en ressortais avec un chariot rempli de jouets. J'aimais avoir de l'argent. Mais qui n'aime pas avoir de l'argent? Même si Jesse a une certaine autorité, il sait que dans son quartier situé au sud de Los Angeles, sa clique est éloignée du pouvoir du 18th Street Gang. Le cœur du 18th Street Gang se trouve à l'ouest, où, selon Jesse, tout est plus sophistiqué et plus lucratif. Ils contrôlent le secteur. Tout le monde paie. Tout le monde est coincé. Tout le monde fait partie du programme. Ici, dans le quartier Westlake, la plus violente clique du 18th Street Gang, les Columbia Little Psychos, accède au pouvoir au cours des années 1990. Pendant des années, le 18th Street Gang a été un gang tentaculaire sans véritable structure. Mais les Columbia Little Psychos changeront tout cela. Avec Puppet Martinez qui surveille le gang depuis la prison et Termite Romero qui dirige les opérations dans la rue, les réseaux d'extorsion et de drogue se développeront au point de faire concurrence à la mafia italienne. Cependant, cette réussite causera finalement sa perte et les forces policières lui porteront le coup de grâce. Au milieu des années 1990, le 18th Street Gang est devenu un vaste réseau criminel, plus puissant que tous ses rivaux de Los Angeles. Avec plus d'une vingtaine de cliques regroupées sous son autorité, cette coalition peu structurée contrôle en bonne partie le territoire de la drogue dans le comté de Los Angeles. Ils font tout ce qui peut leur rapporter de l'argent. Ils sont présents partout où il est possible d'obtenir de l'argent de façon illégale. Cependant, le gang n'a aucune direction générale. 2 membres en sont conscients et décident de porter le 18th Street Gang à un autre niveau. En 1992, Juan Termite Romero
et Frank Puppet Martinez commencent à travailler ensemble pour améliorer le secteur ouest de Los Angeles. Termite Romero est un soldat prometteur dans une clique appelée les Columbia Little Psychos, ou CLCS, affiliée au 18th Street Gang. Puppet Martinez est un membre haut placé de la mafia mexicaine, un gang de prison qui contrôle également les activités des Little Psychos. Les Little Psychos sont menacés lorsqu'un des rivaux de Puppet tente de mettre la main sur ses profits. Le rival de Puppet envoie un membre du 18th Street Gang, Carlos Truco Lopez, sur le territoire des Little Psychos pour s'emparer des profits réalisés dans la rue. On lui a demandé d'aller prendre l'argent qui avait été recueilli. Il y avait une querelle derrière tout ça. Et Puppet a dit « ça ne se passera pas comme ça ». Le soir du 4 septembre 1994, Termite et un autre individu attendent l'arrivée de Truco dans cette rue étroite du quartier Westlake. Vers minuit, la voiture de Truco s'approche. Termite et son collègue pointent leur AK-47 en direction de la voiture. Truco et sa copine n'ont aucune chance de s'en tirer. Truco se baladait dans le quartier par une chaude soirée d'été et il est entré dans un passage très étroit. Les membres du gang avaient tout prévu et quand il s'est approché de la sortie, ils ont criblé sa camionnette de balles afin de garder l'usage exclusif de ce territoire. Puppet Martinez accorde une promotion à Termite pour son excellent travail. Il le nomme chef de clique des Little Psychos. Termite a été choisi par Frank Martinez dans la mafia mexicaine. C'est dire à quel point les CLCS étaient contrôlés. Termite se met rapidement au travail pour faire ses preuves. Il voit dans le parc MacArthur, situé sur le territoire du 18th Street Gang, une excellente occasion d'enrichir le gang. Le parc, qui est le refuge des membres de gang, accueille des gens de tous les milieux et offre à ceux qui cherchent rapidement de la drogue l'occasion de tout acheter au même endroit. Termite est décidé à soutirer le plus d'argent possible aux revendeurs du parc MacArthur. Il ordonne aux membres des Little Psychos d'améliorer leur système d'extorsion. Termite a fait travailler le gang jour et nuit, 7 jours semaine. Il y avait 2 quarts de travail par jour. Cette activité qui rapportait 1000 à 2000 $ par semaine a commencé à rapporter 5 à 10 000 $. Il a doublé, triplé, même quadruplé les profits. Il s'assure que chaque revendeur paie son dû. Aucun agent libre n'est autorisé à vendre de la drogue dans son quartier. L'agent spécial du FBI, James J., explique de quelle façon fonctionnait la perception des loyers. En raison de certaines causes en cours, il a demandé à ce que son visage soit dissimulé. Ils louaient les rues aux revendeurs qui acceptaient de payer le prix le plus élevé pour obtenir les droits exclusifs de distribution dans ce secteur. Certaines rues étaient louées entre 10 000 et 12 000 $ par semaine. D'autres étaient louées pour 5 000 à 7 000 $ par semaine. Termite et son équipe rapportent un total d'environ 85 000 $ par semaine. Pour que les Little Psychos continuent à fonctionner efficacement, il établit une hiérarchie. Au sommet de la structure se trouve Puppet Martinez, qui dirige les opérations depuis la prison. Le deuxième poste est occupé par la conjointe de Puppet, Jenny Garcia, qui contrôle les activités pour lui à l'extérieur. Jenny Garcia était connue comme la señora ou la patronne. Elle percevait l'argent à sa place et dirigeait son entreprise dans la rue. Après Jenny, le membre le plus important est Termite. Vient ensuite un groupe de lieutenants assignés à différents secteurs du territoire des Little Psychos. Les revendeurs offraient soit de l'héroïne, soit du crack. La plupart du temps, c'était du crack. Les lieutenants surveillaient les coins de rue. Ils allaient dans les rues, ils trouvaient ceux qui vendaient de la drogue et leur soutiraient de l'argent. Seuls les lieutenants communiquent avec les soldats qui font le sale boulot pour le gang. Cela permet de tenir Puppet, sa conjointe et Termite à l'écart des forces policières. Et le gang ne manque pas de volontaires pour aller au front.
La brigade des stupéfiants locale se manifestait régulièrement. Elle arrêtait 3, 4 ou 5 vendeurs de rue, mais le lendemain soir, il y en avait 4 autres pour les remplacer. En 1995, les Little Psychos se sont transformés en une entreprise criminelle sophistiquée. C'est une progression remarquable pour n'importe quelle clique du 18th Street Gang et un modèle à suivre pour les autres. Ils formaient une des cliques les plus importantes, les mieux organisées et les plus violentes du 18th Street Gang. Ils étaient responsables de nombreux actes de violence dans le quartier Westlake de Los Angeles. Mais leur succès attire sur eux une attention non désirée. Les autorités fédérales commencent à s'intéresser à Termite et à la clique du 18th Street Gang. On entendait parler des Columbia Little Psychos, de l'argent qu'il amassait et de la hiérarchie qui avait été établie. Termite a été trop efficace. Ces initiatives permettent au FBI de préparer peu à peu un dossier de criminalité organisée contre le gang. Les agents fédéraux surveillent de près des Little Psychos et enregistrent les conversations téléphoniques. Le 4 mars 1999, grâce aux informations recueillies, des agents du FBI effectuent une descente dans les maisons de Janie Garcia, de sa sœur et de sa mère. Dans ces maisons, ils ont découvert 3 cachettes remplies d'argent. Une qui contenait 450 000 $, une deuxième de 80 000 $ et une dernière de 9 000 $. Les 9 000 $ étaient apparemment un paiement que Termite avait laissé 2 ou 3 jours plus tôt. Les interventions policières sont le point de départ de la descente aux enfers de Termite. Dans les rangs des Little Psychos, la rumeur veut qu'un membre ait conclu une entente avec les agents fédéraux. Même si elle ne possède aucune preuve, Janie Garcia a conclu que Termite est le traître. Elle convainc son mari, Puppet Martinez, que son ambitieux chef de clique les a trahis. De la prison, Puppet envoie un message qui dit simplement « Exterminer sera ». Le 1er novembre 1999. À son bureau, Termite Romero attend la livraison hebdomadaire de l'un de ses percepteurs de loyer. Il retourne ensuite à sa voiture. Soudain, plusieurs membres du 18th Street Gang apparaissent et font feu sur lui. Termite les a vus venir. Ils ont criblé sa voiture de balles et ils ont tiré à plusieurs reprises sur Romero et son chauffeur. Même s'il a été touché 5 fois, Termite survit à l'attaque. Il se réveille à l'hôpital, conscient que sa propre clique a tenté de le tuer. Ils s'en sont pris à lui sans avoir aucune preuve. À mon avis, il était leur soldat le plus loyal. S'ils n'avaient pas essayé de le tuer, ils n'auraient probablement pas accepté de coopérer avec nous. Novembre 1999. Après une tentative d'assassinat ratée contre Juan Termite Romero, chef de clique des Columbia Little Psychos, la confusion règne dans le gang. Les Little Psychos sont une entreprise criminelle sophistiquée qui rapporte des millions de dollars. Mais lorsque le gang s'est retrouvé dans la mire du FBI, les membres ont commencé à craindre qu'il y ait un traître parmi eux. Frank Puppet Martinez, un membre de la mafia mexicaine qui a aidé à diriger la clique du 18th Street Gang, a donné le feu vert pour l'exécution du chef de clique, Termite Romero. Termite a survécu à l'attaque et les autorités s'efforcent d'éviter qu'il y ait d'autres représailles. C'est à ce moment qu'on a su qu'il fallait faire quelque chose pour éviter une escalade de la violence. L'agent spécial Carl Sanford sait que Termite se rétablit au domicile d'un ami. Il obtient un mandat et procède à son arrestation. Termite est accusé de blanchiment d'argent fédéral et de trafic de stupéfiants. Termite est plus que disposé à coopérer avec les enquêteurs. Le leader de 33 ans veut se venger de son patron, Frank Puppet Martinez. Il était blessé. Il avait été loyal à Frank. Il avait été un bon soldat pour Frank, mais parce qu'on avait décidé à tort qu'il était un traître,
il a décidé de coopérer avec nous. Lorsque le FBI a arrêté Termite en décembre 1999, il était épuisé et stressé, comme n'importe quel autre gestionnaire d'une entreprise américaine rentable. Il avait donné le meilleur de lui-même et l'organisation avait tenté de le tuer. Termite fournit aux autorités assez d'informations pour causer la perte des Little Psychos et de ses dirigeants. Grâce à son témoignage et aux autres preuves recueillies par le FBI, le gouvernement inculpe 26 membres du 18th Street Gang et de la mafia mexicaine sous des accusations allant de l'extorsion au rackettierisme et au meurtre. Il était crucial d'avoir quelqu'un qui connaissait le gang de l'intérieur. Non seulement quelqu'un de l'intérieur, mais un chef qui traitait à la fois avec des supérieurs et des subordonnés. Sa coopération a été inestimable. Finalement, 24 des 26 accusés sont condamnés. Plusieurs sont d'anciens membres de la clique de Termite. 2 d'entre eux sont toujours en fuite. Le juge a décidé que Termite méritait une sentence réduite. S'il a une bonne conduite en prison, il pourrait éventuellement être libéré. Les agents fédéraux ont réussi à démanteler une des cliques du 18th Street Gang. Mais ils n'engagent aucune poursuite contre les autres, en grande partie parce que personne d'autre n'a mis au point une opération semblable à celle des Little Psychos. On se débarrasse d'une clique, mais il y en a toujours une autre, et encore une autre. Ça ne finit jamais. Aujourd'hui, le 18th Street Gang reste une coalition meurtrière de près d'une trentaine de cliques qui ne semble avoir aucune intention d'abandonner la partie. Le gang a même souligné l'arrivée du 21e siècle en inaugurant son site web officiel. Ils utilisent l'Internet afin de faire savoir à tous qu'ils sont un des gangs les plus importants et les plus violents du sud de la Californie. Le recrutement a connu des hauts et des bas au fil des ans. Mais la plupart des experts croient que la vie de gang ne perdra jamais son attrait dans les environnements urbains défavorisés. Imaginez un gamin dont le père est absent parce qu'il est en prison. Il vit dans un taudis, envahi par les cafards. Parfois il mange, parfois il ne mange pas. Arrive alors un membre du 18th Street Gang qui lui offre $300 par semaine simplement pour se tenir au coin de la rue et le prévenir si la police arrive. Comment peut-on dire à ce gamin de refuser? Comment peut-on rivaliser avec ça? Certains membres du 18th Street Gang se sont éloignés du gang et poursuivent leur route seuls. Jesse, le chef de clique du secteur sud, a décidé que la vie de gang n'en valait plus la peine. Lui et sa famille vivent désormais dans la clandestinité. J'ai réalisé pour la première fois que les activités de gang étaient des conneries quand j'ai été arrêté. J'ai alors compris que les gangs ne nous donnent rien. Quand on va en prison, ils ne s'occupent pas de nous. Comme membre d'un gang, on n'a aucune assurance, pas de programme de revenus supplémentaires, pas de régime de retraite. On n'en retire rien. Mais la décision de Jesse de s'éloigner ne plaît pas à ses camarades du 18th Street Gang. Ils veulent ma mort parce que j'ai choisi d'être un citoyen comme les autres et d'abandonner la vie de gang. J'ai simplement décidé de passer à autre chose. Mais ils sont incapables de le comprendre. Jesse est aussi déterminé à se battre pour conserver sa nouvelle vie qu'il l'était lorsqu'il faisait partie du 18th Street Gang. Il ne fait pas mystère des mesures qu'il doit prendre pour protéger sa vie et celle de sa famille. On n'a aucun scrupule quand il s'agit de gens qui veulent nous tuer. On n'a aucune pitié. Si je meurs, mes parents vont être tristes. Si je meurs, mes enfants vont être tristes. Et qui s'occupera d'eux? Je n'aurai aucun remords à tuer des gens qui me placeraient dans ce genre de situation. Les membres de gang se renouvellent avec chaque génération. Mais la légende a immortalisé certaines personnalités marquantes du 18th Street Gang. Leurs noms sont inscrits sur ce mur et font partie de l'identité de la communauté. Environ la moitié des gens dont les noms sont sur ce mur ont été poursuivis en justice par le FBI et condamnés, ou ont été tués par d'autres gangs. Leurs histoires violentes et tragiques sont à l'image du 18th Street Gang
et continueront à l'inspirer pendant longtemps. Puis le gang évoluera et la prochaine génération se taillera à son tour une place dans l'histoire.